Personne ne l'a reconnu. Ni les agents de sécurité qui l'ont bousculé, ni les infirmières qui l'ont vu dormir dans le couloir, ni même le PDG qui a tenté de la voler pendant qu'elle se reposait. Tous pensaient qu'elle n'était personne. Juste une jeune infirmière fatiguée qui n'avait aucune importance. Mais elle était la propriétaire de tout l'hôpital. Voyageant incognito pour découvrir la vérité sur les plaintes qui inondaient son bureau. Pendant des heures, elle a observé. Elle a écouté. Elle a tout documenté. La négligence, le vol, l'arrogance. Et lorsque 3 membres du conseil d'administration sont sortis de l'ascenseur et l'ont salué par son nom, le visage du PDG est passé de suffisant à terrifié. Car il a enfin compris qu'il n'avait pas seulement manqué de respect à une infirmière. Il avait manqué de respect à sa patronne et elle avait tout vu. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. La porte de l'ascenseur s'est ouverte avec un léger tintement qui a semblé résonner dans le couloir stérile de l'hôpital. Il était exactement 9 heures du matin et le couloir, habituellement très animé, était plongé dans un calme inhabituel. 3 silhouettes se détachèrent nettement dans la lumière fluorescente de l'ascenseur. Elles étaient vêtues de tenues professionnelles formelles. Leurs expressions étaient sérieuses et leurs mouvements délibérés. Ce n'étaient pas des visiteurs comme les autres. Il s'agissait des membres du conseil d'administration de l'hôpital, venus pour ce que tout le monde pensait être une réunion trimestrielle de routine. Mais quelque chose d'inattendu se produisit alors. Les 3 membres du conseil d'administration, Margaret Shun, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant, David Richardson, l'avocat de l'hôpital avec sa maillette en cuir, et le docteur James Whitmore, le chef du personnel médical, s'arrêtèrent net dès qu'ils entrèrent dans le couloir. Leur regard s'était posé sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un assis tranquillement sur un banc métallique juste devant les portes de la salle de conférence. C'était une jeune femme. Elle semblait avoir environ 25 ans, vêtue d'une robe professionnelle simple, ses cheveux bruns soigneusement tirés en arrière. Elle avait l'air épuisée, les yeux lourds de cette fatigue qui vient des nuits trop courtes. Sa posture suggérait qu'elle était assise là depuis un certain temps, attendant patiemment, peut-être même avec espoir, que quelqu'un remarque sa présence. Elle tenait un petit sac sur ses genoux et, à côté d'elle sur le banc, se trouvait un dossier dont on apercevait légèrement le contenu. L'expression de Margaret Shun passa immédiatement d'un calme professionnel à quelque chose de complètement différent. L'inquiétude se mêlait à ce qui semblait être une colère à peine contenue. Elle se dirigea d'abord vers la femme assise sur le banc, ses talons claquant bruyamment sur le sol ciré. David Richardson et le docteur Whitmore la suivaient de près, leurs visages reflétant la même reconnaissance et la même consternation. Puis, dans une synchronisation parfaite, comme s'ils l'avaient répété 1000 fois, les 3 membres du conseil d'administration dirent « Bonjour, madame ». Le mot « madame » resta suspendu dans l'air comme une cloche qui venait d'être frappée. Il résonna dans le couloir, faisant se retourner les têtes et interrompre les conversations en plein milieu d'une phrase. Les infirmières qui passaient par là s'arrêtèrent net. Un agent de sécurité posté près de la réception se retourna brusquement, l'air perplexe. Une médecin qui portait une tasse de café se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres, les yeux écarquillés de surprise. Tout le monde dans ce couloir se posait soudainement la même question tacite. Qui est-elle? Pourquoi les membres du conseil s'adressent-ils à cette femme avec tant de déférence? C'est juste Becky, n'est-ce pas? La nouvelle infirmière de nuit qui a commencé il y a quelques semaines. La jeune femme se leva lentement du banc, avec une dignité tranquille qui semblait presque royale, malgré son épuisement évident. Elle lissa le devant de sa robe, prit son sac et regarda chacun des 3 membres du conseil d'administration droit dans les yeux. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était calme et posée, avec une force qui contrastait avec son apparence fatiguée. « Bonjour Margaret, David, James ». Elle les appela par leurs prénoms, s'adressant à eux avec une familiarité qui suggérait l'autorité et non la subordination. C'est à ce moment précis que la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Richard Ashford, le PDG de l'hôpital, sortit dans le couloir. C'était un homme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure coûteux, les cheveux poivres et celles parfaitement coiffées, les chaussures cirées jusqu'à briller comme un miroir. Il se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui se croyait intouchable.
quelqu'un qui s'était habitué au pouvoir et aux privilèges qu'il conférait. Il était sorti pour voir ce qui causait tout ce remue-ménage, peut-être pour presser les membres du conseil d'administration, peut-être pour s'assurer que la réunion commencerait à l'heure. Mais lorsque le regard de Richard balaya la scène devant lui, et lorsqu'il vit les 3 membres les plus puissants du conseil d'administration de l'hôpital debout, devant la jeune infirmière, lorsqu'il les entendit s'adresser à elle en l'appelant « Madame », lorsqu'il la vit leur répondre en les appelant par leur prénom, quelque chose dans son expression se brisa. Le sourire confiant qui se dessinait au coin de sa bouche se figea, puis s'estompa lentement. Son visage, qui rayonnait de l'assurance de quelqu'un qui croyait être sur le point de passer avec succès une nouvelle évaluation du conseil d'administration, commença à perdre toute couleur. Son regard passa des membres du conseil à la femme, puis revint vers eux, son esprit s'efforçant clairement de comprendre ce dont il était témoin. Ses mains, qui étaient nonchalamment enfoncées dans ses poches, se mirent à trembler légèrement. Sa mâchoire se relâcha et ses yeux reflétaient en quelque chose qui n'y était pas quelques instants auparavant. La froide et effrayante prise de conscience d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait commis une erreur catastrophique. La femme assise sur le banc, Becky, soutint son regard avec un regard fixe et inébranlable. Il n'y avait ni triomphe ni jubilation dans ses yeux, juste une détermination calme et résolue. Elle tenait maintenant un dossier dans ses mains, le même dossier que Richard avait vu auparavant, celui qu'il avait essayé de photographier quelques heures plus tôt, alors qu'elle était assise sur ce même banc, les yeux fermés, semblant se reposer. Le dossier qui contenait des preuves qu'il avait écartées parce qu'il n'avait jamais imaginé que cette jeune infirmière fatiguée en blouse blanche puisse être quelqu'un d'important. Mais pour comprendre comment il en était arrivé là, comment une jeune infirmière avait fait tomber le PDG d'un hôpital, il fallait remonter 3 mois en arrière, au jour où tout avait basculé. Si vous pensez que les dirigeants corrompus doivent assumer les conséquences de leurs actes, abonnez-vous, car cette histoire prouve que la justice peut triompher. Les trolls qui défendent la corruption n'aimeront pas ce qui va suivre. 3 mois plus tôt, la vie de Becky Morgan était complètement différente. Elle avait 28 ans et vivait dans un modeste appartement d'une chambre à Baton Rouge, en Louisiane, à plus de 800 mètres de l'endroit où son histoire allait finalement la mener. Son appartement était petit mais confortable, décoré avec des meubles simples et rempli de petites touches personnelles qui le rendaient accueillant. Des photos encadrées au mur, des plantes sur le rebord de la fenêtre qu'elle parvenait à garder en vie malgré son emploi du temps irrégulier, et une bibliothèque remplie de manuels médicaux à côté de ses romans d'amour coupables qu'elle n'aurait jamais admis lire. Becky travaillait comme infirmière diplômée au Baton Rouge General Medical Center, principalement dans l'unité de soins cardiaques. Elle y travaillait depuis 5 ans, depuis qu'elle avait obtenu son diplôme d'infirmière, et elle aimait sincèrement son travail. Elle trouvait profondément gratifiant d'aider les gens dans les moments les plus vulnérables de leur vie. Ses collègues la respectaient, les patients la demandaient expressément. Elle avait la réputation d'être minutieuse, compatissante et remarquablement calme sous la pression. Lors des urgences, alors que d'autres infirmières pouvaient paniquer, Becky devenait presque surnaturellement concentrée, les mains fermes, la voix claire, l'esprit parcourant les protocoles avec une précision parfaite. Elle s'entendait bien avec tout le monde à l'hôpital. Les médecins faisaient confiance à son jugement clinique. Les aides-soignants appréciaient qu'elle ne se montre jamais supérieure et ne leur demande jamais de faire quelque chose qu'elle ne ferait pas elle-même. Même le chef de service, réputé pour être difficile, avait un faible pour Becky et la choisissait souvent pour former les nouvelles infirmières, car elle avait le don d'enseigner sans faire sentir aux gens qu'ils étaient incompétents. Sa vie n'était pas glamour. Elle travaillait de longues heures, manquait les vacances, survivait grâce à trop de café et trop peu de sommeil, comme toutes les autres infirmières. Mais c'était sa vie, entièrement construite grâce à ses propres mérites, et elle en était sincèrement fière. Ce que personne à Baton Rouge General ne savait. Ce que Becky s'était efforcée de cacher, c'était que son père était Jonathan Morgan, l'homme qui avait construit l'hôpital St. Catherine's 30 ans plus tôt. St. Catherine's se trouvait à près de 500 mètres, une institution médicale respectée qui était passée d'un petit hôpital communautaire à un centre de soins régional sous la direction de Jonathan. Il avait consacré tout son cœur, ses économies
et 3 décennies de sa vie à cet hôpital. Il était animé par une conviction simple mais puissante. Les soins de santé de qualité devaient être accessibles, empreints de compassion et centrés sur les besoins réels des patients, et non sur les marges bénéficiaires des administrateurs. Chaque dimanche soir, sans faute, Becky appelait son père par vidéo. Ses appels étaient le moment fort de sa semaine. Elle se blottissait sur son canapé avec une tasse de thé et, pendant 1 heure, il parlait de tout et de rien. Elle lui parlait de ses patients, sans jamais citer de nom, protégeant toujours leur vie privée, et il l'écoutait avec une attention qui lui donnait le sentiment d'être entendu. Il lui posait des questions sur sa vie, ses amis, lui demandait si elle mangeait suffisamment de légumes et si elle dormait assez. Elle riait et lui répondait qu'elle allait bien, qu'elle était adulte, qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même, et il souriait, ce sourire chaleureux et fier qui plissait le coin de ses yeux et disait « Je sais que tu en es capable. Tu l'as toujours été. » Jonathan avait maintenant plus de 70 ans et sa santé déclinait, comme cela arrive souvent, progressivement puis soudainement. Il bougeait un peu plus lentement qu'avant. Sa voix était parfois accompagnée d'un tremblement qui n'était pas là auparavant, mais son esprit restait vif et son amour pour sa fille était toujours aussi fort. Lors d'un de leurs récents appels, il lui avait dit quelque chose qui l'avait marqué, quelque chose qu'elle avait repassé dans son esprit à maintes reprises depuis. « Tu n'avais pas besoin de mon hôpital, ma chérie, » lui avait-il dit, la voix remplie d'une fierté indéniable. « Tu as tracé ton propre chemin. C'est exactement ce que j'espérais que tu fasses. Tu n'es pas la fille de Jonathan Morgan dans cet hôpital. Tu es simplement Becky et tu es excellente par toi-même. » Ce que Becky n'a compris que bien plus tard, c'est à quel point son père avait délibérément cherché à protéger son identité. Seul le conseil d'administration de St. Catherine savait que Jonathan Morgan avait une fille. Il avait gardé cette information secrète. Il n'avait jamais parlé d'elle dans ses interviews. Il ne l'avait jamais amenée aux événements organisés par l'hôpital. Il n'avait jamais mis sa photo dans son bureau. Ce n'était pas parce qu'il avait honte, bien au contraire. Il voulait qu'elle ait la liberté de devenir qui elle voulait sans le poids de son héritage qui pesait sur elle. « Laissez-la être elle-même », avait-il dit à Margaret Shun, sa membre du conseil d'administration la plus fidèle, il y a des années. Pas seulement la fille de Morgan. Laissez-la gagner le respect pour ce qu'elle est, pas pour ce que je suis. Becky avait apprécié ce cadeau, même si elle ne l'avait pas pleinement reconnu comme tel. À l'époque, elle avait bâti sa carrière d'infirmière sans raccourci, sans népotisme, sans que personne ne lui donne des opportunités qu'elle n'avait pas méritées. Chaque compliment, chaque promotion, chaque patient qui la remerciait, tout cela lui appartenait à elle seule. Puis, un mardi après-midi, au milieu de son service, tout a changé. Becky était en train de vérifier les ordonnances à l'infirmerie lorsque son téléphone a sonné. Normalement, elle n'aurait pas répondu pendant ses heures de travail, mais elle a vu l'identifiant de l'appelant, l'administration de l'hôpital Sainte-Catherine. Un petit pincement d'inquiétude s'est formé dans son estomac. Elle s'est rendue dans la salle de pause pour plus d'intimité et a répondu. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, posée, mais elle pouvait entendre le poids derrière les mots. « Mademoiselle Morgan, ici Catherine Webb, administratrice de l'hôpital Sainte-Catherine. Je vous appelle au sujet de votre père. Je suis vraiment désolé de vous annoncer cela, mais Jonathan est décédé ce matin. Son cœur a simplement lâché. Il est parti paisiblement. Il n'a pas souffert. » Le monde de Becky s'est arrêté. La salle de pause autour d'elle semblait pencher et se brouiller. Elle entendait Catherine parler, dire quelque chose à propos des arrangements et des condoléances, et se tenir à sa disposition si Becky avait besoin de quoi que ce soit. Mais les mots lui semblaient lointains, étouffés, comme s'ils venaient de sous l'eau. Ses jambes étaient faibles. Elle s'assit sur une des chaises en plastique autour de la petite table, le téléphone collé à l'oreille, l'autre main couvrant sa bouche comme si elle pouvait physiquement retenir la vague de chagrin qui menaçait de la submerger. Lorsque l'appel prit fin, Becky resta assise seule dans la salle de pause et pleura. Pas les larmes discrètes et dignes que l'on verse lors des funérailles, mais les sanglots bruts et haletants de quelqu'un dont le monde venait de basculer. Son père, son mentor, son plus grand soutien, son coup de fil du dimanche pour l'homme qui avait cru en elle avant qu'elle n'apprenne à croire en elle-même, était parti.
Becky pensait que le plus difficile était de dire au revoir. Elle n'avait aucune idée de ce dont elle allait hériter, ni de ce qu'il était advenu de l'héritage de son père pendant que sa santé déclinait. Elle ne savait pas que l'hôpital qu'il avait mis 30 ans à construire, l'institution dans laquelle il avait mis toute son âme, était systématiquement détruit de l'intérieur. Et elle n'avait absolument aucune idée que, dans quelques semaines à peine, elle serait assise sur un banc dans le couloir de cet hôpital, invisible et ignorée, rassemblant les preuves qui permettraient de faire tomber l'homme responsable d'avoir trahi tout ce que son père avait représenté. 5 jours après les funérailles de son père, Becky se retrouva assise dans le bureau d'un avocat, dans une ville qu'elle avait quittée des années auparavant, entourée de personnes qu'elle connaissait à peine. Le bureau était exactement comme on pouvait s'y attendre. Des boiseries sombres, des fauteuils en cuir, des étagères remplies d'ouvrages juridiques qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis des décennies. La lumière du soleil filtrait à travers les lourds rideaux, projetant de longues ombres sur la table de conférence en acajou où Becky était assise, les mains jointes sur les genoux, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé en moins d'une semaine. L'avocat, un homme âgé nommé Howard Preston, qui avait été l'avocat de son père pendant plus de 20 ans, s'éclaircit la gorge et commença à lire le testament. Becky s'attendait à l'habituel. Peut-être un peu d'argent, quelques objets personnels, des photos, la montre de son père. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce qui la laissa complètement stupéfaite, ce fut d'entendre Howard dire que son père lui avait légué l'intégralité de l'hôpital Sainte-Catherine. Le bâtiment, le terrain, l'équipement, les contrats du personnel, les accords du conseil d'administration, tout. Elle était désormais l'unique propriétaire d'un établissement médical de 200 lits, avec plus de 400 employés et un budget annuel qui lui donnait le vertige. La première réaction de Becky fut de rire. Non pas parce que la situation était drôle, mais parce qu'elle semblait tellement absurde qu'elle ne pouvait pas être réelle. Puis le rire s'éteignait dans sa gorge lorsqu'elle réalisa que tout le monde dans la pièce la regardait, attendant sa réaction, et qu'ils étaient tous parfaitement sérieux. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante, mais il doit y avoir une erreur. Je suis infirmière, pas PDG. Je ne sais absolument pas comment diriger un hôpital. J'arrive à peine à gérer mon propre compte bancaire. Comment suis-je censé gérer tout un établissement de santé? » Margaret Shun, qui était assise tranquillement à l'autre bout de la table, se pencha en avant. Margaret avait la soixantaine, elle avait les cheveux argentés coupés au carré, un regard vif et intelligent, et dégageait une présence calme et autoritaire, fruit de décennies de leadership. Elle siégeait au conseil d'administration de Sainte-Catherine depuis près de 30 ans, travaillant aux côtés du père de Becky depuis les débuts de l'hôpital. « Becky, dit Margaret doucement, ton père ne t'a pas laissé l'hôpital parce qu'il pensait que tu le dirigerais comme le ferait un PDG traditionnel. Il te l'a laissé parce qu'il croyait que tu saurais ce qui compte le plus, à savoir les soins aux patients. Il disait souvent que les meilleurs hôpitaux ne sont pas dirigés par des hommes d'affaires qui comprennent la médecine. Ils sont guidés par des professionnels de la santé qui comprennent les affaires. Tu comprends ce qui se passe au chevet des patients. C'est la perspective dont cet hôpital a besoin. » Les autres membres du conseil d'administration acquiescèrent, mais Becky perçut autre chose dans l'expression de Margaret, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude ou peut-être à de l'urgence. La réunion s'acheva par des poignées de main et la promesse d'organiser d'autres discussions sur la transition de propriété. Alors que la salle se vidait, Margaret s'approcha de Becky et lui demanda à voix basse. « Pourrions-nous parler en privé un instant? Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Elles se rendirent dans un petit bureau au bout du couloir et Margaret referma la porte derrière elle. Le sang-froid de la femme plus âgée, qui avait été si constant pendant la lecture du testament, semblait légèrement se fissurer. Elle sortit un dossier de sa mallette, le posa sur le bureau et regarda Becky avec une inquiétude sincère. « Je ne voulais pas aborder ce sujet devant tout le monde, mais tu dois comprendre ce qui s'est passé ici pendant que ton père était malade. » Margaret expliqua qu'au cours de l'année écoulée, les plaintes des patients avaient augmenté de 340%. 340%. Becky n'arrivait même pas à imaginer ce chiffre. Le taux de rotation du personnel avait atteint un niveau record, les infirmières et les médecins expérimentés quittant l'établissement en masse. Beaucoup d'entre eux invoquaient un environnement de travail hostile et des préoccupations d'ordre éthique. Et le plus troublant était peut-être que l'auditeur financier de l'hôpital
avait signalé plusieurs irrégularités dans le budget, des achats importants qui ne semblaient pas correspondre au registre d'inventaire, des contrats avec des fournisseurs qui semblaient trop chers, des dépenses qui ne collaient pas tout à fait. Le PDG que ton père a engagé il y a 3 ans, a dit Margaret, baissant encore plus la voix. Richard Ashford. Il y a quelque chose qui cloche avec lui, Becky. Ton père lui faisait confiance, lui a donné de plus en plus de contrôle à mesure que sa santé déclinait. Mais depuis que Richard a pris en charge les opérations quotidiennes, tout a changé. La culture, les priorités, la façon dont le personnel est traité. J'ai essayé de faire part de mes préoccupations au conseil d'administration, mais Richard est charismatique. Il a des relations politiques. Il sait présenter des chiffres qui semblent bons sur le papier, alors que l'hôpital s'effondre en réalité. Margaret ouvrit le dossier et étala des dizaines de lettres de plainte sur le bureau. Becky se pencha en avant et les lut une par une, chacune d'entre elles lui donnant l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. J'ai attendu 6 heures aux urgences alors que mon mari avait des douleurs thoraciques. Personne ne voulait nous donner d'informations. Lorsque nous avons enfin vu un médecin, il semblait pressé et agacé par notre présence. Une autre lettre disait « Les infirmières semblent avoir peur d'aider. J'ai demandé 3 fois des analgésiques et on m'a répondu qu'elles s'en occuperaient dès qu'elles le pourraient. Je les ai vus passer devant ma chambre à plusieurs reprises. Ils avaient l'air terrifiés. » Une autre disait « Il manque toujours des fournitures. Ma mère avait besoin d'un type spécifique de pansement et ils ont dit qu'ils n'en avaient pas, qu'ils n'en avaient plus depuis des semaines, même si le médecin l'avait prescrit. Comment est-ce que possible? Les lettres se succédaient, un chœur de voix frustré, effrayé, blessé, toutes disant la même chose. Personne ne nous écoute plus. Becky a senti quelque chose se durcir dans sa poitrine en lisant ces lettres. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. Ce n'était pas seulement un hôpital qui traversait une période difficile. C'était une trahison de tout ce que son père avait construit, de tout ce en quoi il croyait. L'hôpital Sainte-Catherine était censé être un lieu de guérison, de compassion et d'excellence. Ces lettres décrivaient tout autre chose. Un lieu où les patients étaient ignorés, où le personnel avait peur, où la mission fondamentale des soins de santé avait été abandonnée. Elle leva les yeux vers Margaret et, lorsqu'elle prit la parole, sa voix était ferme, avec une détermination qu'elle ne se savait pas posséder. « Je dois voir cela de mes propres yeux, » dit Becky. « Je dois comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de cet hôpital. » Margaret acquiesça lentement. « Bien sûr, en tant que nouvelle propriétaire, vous pouvez organiser une visite, rencontrer les chefs de service, examiner la situation. » « Non, » l'interrompit Becky. « Pas en tant que propriétaire. Si je me présente en tant que fille de Jonathan Morgan, en tant que nouvelle patronne, tout le monde se comportera de son mieux. Ils cacheront les problèmes. Ils me diront ce qu'ils pensent que je veux entendre. Je ne verrai jamais la vérité. » Elle fit une pause, une idée se formant dans son esprit. « Je dois y aller en tant qu'infirmière, juste une infirmière parmi d'autres. Personne ne doit savoir qui je suis. » Margaret écarquilla les yeux. « Becky, c'est risqué. Si Richard le découvre, il ne... » Becky répondit fermement. « Parce qu'il ne me cherchera pas. Personne ne le fera. Je serai invisible, juste une employée parmi d'autres. Et je verrai exactement ce qui se passe quand personne ne pense que la propriétaire observe. » Ce dont Becky allait être témoin allait lui briser le cœur et révéler une conspiration bien plus profonde que quiconque ne l'aurait imaginé. Si vous pensez que les hôpitaux doivent servir les patients et non le profit, commentez « Patients First », car ce que Becky va découvrir va vous choquer. Dans les 48 heures qui ont suivi cette conversation avec Margaret Chin, Becky avait mis son plan à exécution. Elle allait utiliser son deuxième prénom, Rivers, et postuler à l'hôpital Sainte-Catherine en tant que Becky Rivers, une infirmière itinérante de Louisiane. Les infirmières itinérantes étaient courantes dans le secteur de la santé. Il s'agissait de professionnels qui acceptaient des missions temporaires dans différents hôpitaux, comblant ainsi les pénuries de personnel et qui restaient généralement de quelques semaines à plusieurs mois. C'était la couverture parfaite. Les hôpitaux avaient toujours désespérément besoin d'infirmières itinérantes, en particulier pour les quarts de nuit, et le taux de rotation du personnel à Sainte-Catherine était si élevé qu'il manquait perpétuellement de personnel. Becky a soumis sa candidature par l'intermédiaire d'une agence de soins infirmière légitime
en utilisant ses véritables références et sa licence d'infirmière de Louisiane, sous un nom légèrement différent. En moins de 24 heures, elle a reçu un appel lui proposant un poste dans l'équipe de nuit. Pas de long processus d'entretien, pas de vérification approfondie des antécédents au-delà de la vérification standard de la licence. Ils avaient besoin de personnel et elle avait un pouls et une licence d'infirmière valide. Cela semblait suffire. Seule Margaret connaissait la vérité sur l'identité de Becky et les raisons de sa venue. Tous les autres membres du personnel de l'hôpital, y compris Richard Ashford, la connaîtraient simplement sous le nom de Becky Rivers, une autre infirmière itinérante essayant de gagner un peu d'argent supplémentaire en travaillant pendant les heures de nuit, moins prisées. Sa première journée a commencé dans le bureau des ressources humaines de l'hôpital, une pièce stérile et sans fenêtre qui sentait vaguement le tonnet de la machine à café et le café rassis. La responsable des ressources humaines, une femme d'âge moyen qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, a à peine levé les yeux de son ordinateur lorsque Becky est entrée. « Becky Rivers ?» demanda-t-elle d'une voix monotone qui suggérait qu'elle avait déjà fait cette présentation des centaines de fois et qu'elle la referait probablement encore des centaines de fois. « Oui, c'est moi », répondit Becky en prenant place en face du bureau. La femme fit glisser un épais manuel de l'employé sur le bureau. « Lisez le manuel, suivez les protocoles, ne causez pas de problème, signez ici, ici et ici. » Elle désigna plusieurs pages marquées d'onglets jaunes vifs et Becky les signa toutes sans que la femme ne prenne la peine de lui expliquer ce qu'elles signifiaient réellement. En feuilletant le manuel tout en signant, Becky remarqua une section intitulée « Notre engagement envers des soins centrés sur le patient ». Les mots y étaient compassion, excellence, dignité, respect, toutes les valeurs sur lesquelles son père avait fondé l'hôpital. Mais le fait de les voir imprimées dans ce manuel, dans le cadre de cette orientation froide et préfonctionnelle, les rendait creuses, comme si quelqu'un avait copié des mots inspirants tirés de documents d'un autre hôpital sans comprendre ni se soucier de leur signification réelle. La représentante des ressources humaines remit à Becky son numéro d'attribution de casier, une tenue chirurgicale bleu foncé encore dans son emballage plastique et un badge d'identification vierge. Descendez au service de sécurité au rez-de-chaussée. Ils prendront votre photo et imprimeront votre badge. Votre service commence ce soir à 19 heures. Ne soyez pas en retard. Et c'était tout. Pas de bienvenue dans l'équipe, pas de remerciement pour la disponibilité de Becky à travailler de nuit, pas de sentiment que cet hôpital valorisait ses employés. Becky prit sa blouse et son numéro de casier et partit. Elle se sentait de plus en plus mal à l'aise à chaque instant qui passait. Le service de sécurité a pris sa photo pour le badge d'identification. Et lorsque Becky s'est vue sur le petit écran avant qu'il ne l'imprime, elle a à peine reconnu son propre visage. Elle avait l'air nerveuse, certes, mais il y avait aussi autre chose. Une détermination d'acier dans ses yeux, une mâchoire serrée qui suggérait qu'elle s'apprêtait à affronter quelque chose de difficile et qu'elle en était consciente. L'agent de sécurité lui a remis le badge plastifié et là, c'était écrit « Becky Rivers, infirmière diplômée, équipe de nuit ». C'était étrange de voir une version de son nom qui était à la fois vraie et fausse. Avant de commencer son service, Becky a fait la connaissance des personnes avec lesquelles elle allait travailler. La première était une infirmière nommée Sandra, une femme d'une cinquantaine d'années dont chaque ride du visage reflétait une profonde fatigue. Sandra travaillait à Sainte-Catherine depuis 15 ans, et lorsque Becky s'est présentée, Sandra l'a regardée avec ce qui semblait être de la pitié. « La nouvelle infirmière de nuit » demanda Sandra. Becky acquiesça. Sandra poussa un profond soupir. Le genre de soupir qui reflétait le poids de trop longues journées de travail et de trop nombreuses déceptions. « Avant, c'était différent ici, dit-elle doucement, presque à elle-même. C'était mieux. » Becky voulait lui demander ce qu'elle voulait dire, voulait en savoir plus, mais Sandra secoua simplement de la tête et ne donna pas plus de détails. « Écoute, » finit par dire Sandra, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Fais profil bas, fais ton travail, rentre chez toi. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. » Puis elle s'éloigna, les épaules affaissées, l'air de quelqu'un qui avait renoncé à mener des combats qu'il savait perdus d'avance. Plus tard, Becky rencontra Tom, l'un des agents de sécurité, un homme d'une quarantaine d'années, au visage amical qui semblait sincèrement gentil, mais aussi prudent.
Bienvenue à Sainte-Catherine, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mais il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'était à portée de voix et ajouta « Sachez que la direction n'aime pas les questions ici. » Becky sentit son estomac se nouer. « Des questions sur quoi ?» demanda-t-elle. Tom semblait mal à l'aise, passant son poids d'un pied à l'autre. Sa voix baissa encore davantage. « Tout. Si vous voyez quelque chose qui ne vous semble pas normal, si quelque chose vous dérange, mon conseil est de garder cela pour vous. Les gens qui posent trop de questions ont tendance à ne pas rester longtemps ici. » Il essaya d'adoucir son avertissement avec un autre sourire, mais Becky pouvait voir la sincère inquiétude dans son expression. Il n'essayait pas de lui faire peur, il essayait de la protéger. La troisième personne que Becky rencontra était le docteur Patricia Lee, une médecin urgentiste qui se précipitait dans le couloir lorsqu'elle aperçut Becky dans sa nouvelle blouse. Le docteur Lee s'est arrêté, ce qui semblait significatif vu son apparente précipitation. « Vous êtes la nouvelle infirmière de nuit ?» a-t-elle demandé. Lorsque Becky a confirmé, l'expression du docteur Lee s'est transformée en quelque chose qui ressemblait presque à des excuses. « Bonne chance », a-t-elle dit. « Pourquoi aurais-je besoin de chance ?» a demandé Becky, sincèrement curieuse. Le docteur Lee a ouvert la bouche comme si elle allait expliquer, puis a semblé changer d'avis. « Vous verrez », dit-elle simplement. Puis elle disparut au coin du couloir avant que Becky n'ait pu poser d'autres questions. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher et que sa première nuit de travail approchait, Becky se tenait dans le vestiaire du personnel et enfilait sa blouse. Elle se regarda dans le petit miroir fixé à l'intérieur de la porte de son casier. La blouse bleu foncé était identique à celle que portaient toutes les autres infirmières. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique. Son badge d'identification pendait d'un cordon autour de son cou, indiquant qu'elle était Becky Rivers, une infirmière comme les autres. Elle prit une profonde inspiration, ferma son casier et sortit dans le couloir de l'hôpital. Le couloir s'étendait devant elle, long et stérile, sous un éclairage fluorescent intense qui projetait une lumière anormalement vive sur tout ce qui s'y trouvait. Des moniteurs émettaient des bips provenant des chambres des patients. Quelque part au bout du couloir, quelqu'un pleurait. Un téléphone sonna au poste des infirmières, strident et insistant, et Becky s'avança, le cœur battant, sachant qu'elle était sur le point de découvrir la vérité derrière toutes ces lettres de plainte, sur le point d'être témoin de ce qui était arrivé à l'hôpital de son père, entre les mains de personnes qui se moquaient de sa mission. Le premier service de Becky était sur le point de révéler des choses qui feraient passer toutes les lettres de plainte pour anodines. Au matin, elle saurait exactement pourquoi l'hôpital de son père était en train de s'effondrer et qui en était responsable. La première nuit de travail de Becky à l'hôpital Sainte-Catherine commença à 19 heures, mais la véritable éducation commença vers 22 heures. En marchant dans le couloir principal, elle aperçut un homme âgé sur un brancard poussé contre le mur, seul et oublié. Becky s'approcha immédiatement de lui. « Monsieur, puis-je vous aider ?» lui demanda-t-elle. L'homme leva les yeux, le regard épuisé et plein de douleur. « J'attends mes analgésiques depuis une semaine, dit-il. Personne ne veut me dire quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal. » Becky vérifia son dossier et sentit son estomac se nouer. Ses médicaments avaient été commandés il y a plus de 2 heures. Elle se précipita vers la salle des médicaments, mais celle-ci était fermée à clé. L'infirmière qui avait la clé était en pause et personne ne savait quand elle serait de retour. Lorsque Becky a enfin retrouvé la clé, récupéré les médicaments et les a apportés aux patients, plusieurs heures s'étaient écoulées. Après des heures de souffrance inutile, peu après minuit, le docteur Patricia Lee a eu un besoin urgent de matériel spécifique pour un patient dans un état critique. Becky l'a suivi jusqu'à la salle de fourniture et a été choquée par ce qu'elle y a trouvé. Les étagères étaient à moitié vides, avec d'énormes espaces là où auraient dû se trouver des équipements essentiels. Sandra, qui passait par là, a vu leur confusion et leur a expliqué sans détour. « Nous sommes en rupture de stock depuis plus d'une semaine. La commande a été passée, mais rien n'est arrivé. Ils ont improvisé avec du matériel moins adapté, rendant la procédure plus difficile et plus douloureuse pour le patient. » La frustration du docteur Lee était évidente. « Cela arrive toutes les semaines maintenant », a-t-elle murmuré. « Nous commandons des fournitures. Le budget montre qu'elles ont été achetées, mais elles n'arrivent jamais. » Vers 2 heures du matin,
Becky était assise auprès d'une femme âgée anxieuse, lui tenant la main et lui expliquant la procédure à venir. La patiente était effrayée et Becky la réconfortait. Exactement ce que le métier d'infirmière est censé être. C'est alors que la superviseuse de nuit est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage dur et désapprobateur. « Infirmière Rivers, dit-elle d'un ton sec, nous avons des protocoles. Dépêchez-vous. Ces gens peuvent attendre. » Becky leva les yeux, stupéfaite. « Mais elle a peur. Je suis juste. Vous me remettez en question. » L'infirmière en chef l'interrompit d'une voix froide. « Je peux vous faire renvoyer immédiatement. Nous avons des normes d'efficacité. Si vous ne pouvez pas les respecter, beaucoup d'autres infirmières le peuvent. » Becky s'est forcée à hocher la tête et à s'excuser. Mais en laissant seule cette femme effrayée, elle a serré les mâchoires, contenant à peine sa rage. La révélation finale est venue vers 3h30 du matin. Becky s'est réfugiée dans la salle de pause, épuisée, et s'est assise, les yeux fermés. Deux infirmières sont entrées, sans se rendre compte qu'elle était là, et ont commencé à parler à voix basse. « Tu as entendu parler de Marcus ?» demanda l'une d'elles. « Il a été licencié hier. »« Licencié pour quelle raison ?» ?»« Il a signalé les problèmes d'approvisionnement à un membre du conseil d'administration. Il a dit que les patients étaient en danger. Le lendemain, il était parti. Problème de performance, ont-ils prétendu. Mais tout le monde connaît la vérité. Bon sang. Pas étonnant que plus personne ne s'exprime. » Becky resta parfaitement immobile, faisant semblant de dormir, tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Des gens étaient licenciés pour avoir signalé des problèmes de sécurité. Le personnel était intimidé pour le réduire au silence. Cela se passait dans l'hôpital de son père, un établissement qu'il avait fondé sur la transparence et l'intégrité. Au lever du soleil, Becky en avait vu assez pour confirmer que toutes les lettres de plainte étaient authentiques. Mais ce qu'elle était sur le point de découvrir allait transformer ses problèmes en crimes. Si vous ne supportez pas de voir des gens abuser de leur pouvoir, commentez. Plus de silence, car Becky est sur le point de trouver des preuves qui vont tout changer. À 7h le lendemain matin, alors que le service de Becky touchait à sa fin, elle a vu Richard Ashford arriver pour la première fois. Une berline noire de luxe s'est garée sans à-coups sur la place de parking réservée la plus proche de l'entrée principale, le genre de place sur laquelle est apposée une plaque en laiton gravée au nom du PDG. Richard Ashford est sorti du véhicule. C'était un homme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure couleur anthracite, qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de Becky. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, ses chaussures cirées brillaient comme un miroir, et il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui se croyait totalement intouchable. Becky l'a observé depuis l'intérieur du bâtiment alors qu'il se dirigeait vers l'entrée. Les membres du personnel se redressèrent lorsqu'ils le virent arriver. Ils semblèrent soudainement très occupés, se déplaçant avec plus de détermination. Tom, le gardien de sécurité qui avait prévenu Becky lors de son premier jour, lui tint la porte ouverte. « Bonjour, Monsieur Ashford », dit Tom aimablement. Richard passa devant lui sans un mot, sans même lui jeter un regard, comme si Tom faisait simplement partie du décor. 1 heure plus tard, Becky se retrouva à la cafétéria de l'hôpital avec ce qui semblait être tous les autres membres du personnel pour une réunion obligatoire. Richard se tenait à un podium à l'avant de la salle, un grand écran derrière lui affichant des tableaux et des graphiques colorés. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix douce et autoritaire. « Je voulais vous faire part des résultats du 2e trimestre. Je suis heureux d'annoncer que l'efficacité de l'hôpital a augmenté de 15%. L'écran affichait des chiffres impressionnants, des économies de coûts, des processus rationalisés, des marges améliorées. Mais Becky remarqua quelque chose pendant que Richard parlait de ses réalisations. Les membres du personnel présent dans la cafétéria échangeaient des regards subtils qui disaient qu'ils connaissaient la vérité derrière ces chiffres. Ils savaient que l'efficacité signifiait des patients attendant dans les couloirs. Ils savaient que les économies de coûts signifiaient des étagères vides. Richard continua, son ton devenant plus incisif. « Nous gérons cet établissement de manière plus rigoureuse. Nous réduisons le gaspillage et éliminons les inefficacités. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression que nous vous demandons d'en faire plus avec moins. C'est ce qu'on appelle la croissance. C'est ce qu'on appelle s'adapter au paysage moderne des soins de santé. » Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet, puis ajouta avec un sourire qui ressemblait davantage à un avertissement. «
Si vous ne pouvez pas répondre à ces attentes, ce poste n'est peut-être pas fait pour vous. La menace n'était même pas voilée. Elle était là, formulée avec le raffinement propre aux entreprises, mais son message était sans équivoque. Obéissez ou partez. À la fin de la réunion, alors que les gens commençaient à sortir, Becky rassembla ses affaires, l'esprit envahi par tout ce qu'elle venait d'observer. C'est alors que Richard passa devant elle, puis s'arrêta et se retourna. Son regard se posa sur son badge d'identification. « Becky Rivers », lut-il à voix haute. « Nouvelle infirmière ?»« Oui, monsieur », répondit Becky d'une voix calme. « J'ai commencé hier soir. » Le sourire de Richard s'élargit, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Le genre de sourire qui semblait calculé plutôt que sincère. « Bienvenue à St. Catharines, dit-il. Travaillez dur, suivez les règles. Nous nous entendrons très bien. » Puis il s'éloigna et Becky sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'avait rien à voir avec la climatisation de la cafétéria. Après le départ de Richard, Sandra apparut aux côtés de Becky. L'infirmière plus âgée avait l'air inquiète. « Fais attention à lui », dit Sandra à voix basse, en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Pourquoi ?» demanda Becky. Sandra baissa encore plus la voix. « Il a des yeux partout. Les gens lui font rapport. Et ceux qui le contrarient, ceux qui posent trop de questions ou causent des problèmes, ils ne font pas long feu ici. » Becky avait désormais un visage à associer à tous les problèmes dont elle avait été témoin. Un nom à associer à la culture de la peur qui avait infecté l'hôpital de son père. Mais elle n'avait aucune idée de l'ampleur de la corruption de Richard, ni à quel point cela allait la toucher personnellement. Au cours des nuits suivantes, Becky passa du statut d'observatrice à celui d'enquêteuse. La troisième nuit, elle resta tard après la fin de son service, assise dans un coin tranquille des bureaux administratifs, où elle avait accès au registre financier public de l'hôpital. Elle avait un accès de niveau propriétaire à tout, mais elle utilisa délibérément uniquement le login général des employés auquel tout membre du personnel pouvait accéder, voulant voir exactement quelles informations étaient disponibles pour tout le monde. Ce qu'elle découvrit la fit trembler tandis qu'elle parcourait les documents. Les commandes de fournitures médicales au cours des 18 derniers mois s'élevaient à 2,3 millions de dollars. 2,3 millions de dollars. Mais lorsque Becky a comparé ses commandes au registre d'inventaire réel, quelque chose ne collait pas. La valeur actuelle des fournitures et du stockage était peut-être de 900 000 dollars au maximum. Où étaient passés les 1,4 million de dollars restants? Le calcul était impossible à concilier. Soit l'hôpital était l'institution la plus gaspilleuse de l'histoire des soins de santé, soit quelqu'un volait à grande échelle. Le lendemain soir, Becky a creusé davantage, en recherchant le principal fournisseur figurant sur la plupart de ses bons de commande. Empire Medical Supply. Elle a consulté les documents déposés par l'entreprise, des informations accessibles à tous par une simple recherche. Le propriétaire d'Empire Medical Supply était David Ashford Ashford. Elle a recoupé ce nom et confirmé ses soupçons. David était le beau-frère de Richard, marié à sa sœur. Lorsque Becky a comparé les prix d'Empire à ceux d'autres fournisseurs de matériel médical, elle a constaté qu'ils facturaient environ 40% de plus que leurs concurrents pour des produits identiques. Le tableau était désormais clair. Il s'agissait d'un détournement de fonds. Becky murmura pour elle-même dans le bureau vide, d'une voix à peine audible. Le 5e soir, Becky commença à approcher prudemment les membres du personnel en qui elle avait confiance, des personnes qui semblaient aussi troublées qu'elle par la situation. Elle trouva le docteur Patricia Lee seule dans la salle de repos des médecins et lui demanda si elle pouvait parler en privé. « J'ai signalé 3 fois des pannes d'équipement. » Le docteur Lee lui fit part de son épuisement et de sa frustration, évident dans chacun de ses mots. Mais rien ne change jamais. Le budget indique que des articles ont été achetés, mais nous ne les voyons jamais. C'est comme s'ils disparaissaient dans les airs. Sandra lui confia quelque chose d'encore plus troublant. « Il a menacé ma pension, dit-elle, la voix tremblante de colère contenue. J'ai mentionné les ratios de personnel dangereux à quelqu'un que je pensais être simplement un membre du conseil d'administration lors d'un événement communautaire. 2 jours plus tard, Richard m'a convoqué dans son bureau et m'a dit que si je tenais à ma retraite, je devais garder mes préoccupations pour moi. Même Tom, l'agent de sécurité, avait remarqué quelque chose.
Je l'ai vu charger des cartons dans le coffre de sa voiture tard dans la nuit, a admis Tom à voix basse. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il s'agissait de dons pour une association caritative. Mais je travaille ici depuis assez longtemps pour reconnaître le stock de l'hôpital quand je le vois. Lors de sa 6e nuit, Becky a remarqué une tendance inquiétante dans les registres de médicaments. Des médicaments à forte valeur ajoutée, des médicaments de chimiothérapie coûteux, des médicaments spécialisés pour la gestion de la douleur étaient commandés en grande quantité. Mais lorsqu'elle a vérifié auprès des infirmières du service de cancérologie, celles-ci lui ont dit qu'elle rationnait constamment ces mêmes médicaments, disant aux patients qu'ils devaient attendre ou utiliser des alternatives moins efficaces. Où allaient ces médicaments? Becky a découvert que Richard avait un accès spécial à la pharmacie et signait régulièrement des ordonnances pour la destruction de médicaments, prétextant qu'ils étaient périmés ou endommagés. Mais lorsqu'elle a comparé les registres de destruction aux quantités commandées à l'origine, les chiffres ne correspondaient pas. Les médicaments disparaissaient, étaient détruits sur le papier, mais n'étaient en réalité jamais détruits. Tard dans la nuit, Becky s'est enfermée dans une salle de bain et s'est regardée dans le miroir. Des larmes coulaient sur son visage, alors que le poids de sa découverte s'abattait sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise gestion ou d'un manque de leadership. Il s'agissait d'un vol systématique. Il s'agissait d'un homme qui profitait délibérément de la souffrance des patients, qui privait des personnes malades des médicaments dont elles avaient désespérément besoin, qui détruisait de l'intérieur l'œuvre de toute une vie de son père. L'hôpital que Jonathan Morgan avait construit pour soigner les gens était détruit par quelqu'un en qui il avait confiance. Becky avait suffisamment de preuves pour détruire Richard Ashford, mais elle était sur le point de prendre une décision qui la mettrait en danger direct, car il lui manquait d'une chose, la preuve de sa personnalité. Si vous pensez que les gens doivent être tenus responsables de leurs crimes, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Puis commentez, la justice est importante, car c'est ce qui va se passer ensuite qui va tout changer. Tard dans la nuit, de retour dans son petit appartement, Becky était assise devant son ordinateur portable, son téléphone posé sur une pile de livres, en train de passer un appel vidéo à Margaret Chun. Elle avait passé l'heure précédente à organiser tout ce qu'elle avait découvert en une présentation cohérente, avec des tableaux montrant les irrégularités financières, des enregistrements audio des témoignages du personnel et des documents sur les liens commerciaux entre Richard et son beau-frère. Le visage de Margaret occupait tout l'écran, et Becky regardait l'expression de la femme plus âgée, passer de la stupéfaction à la fureur absolue à mesure que chaque élément de preuve était révélé. « Nous appelons la police », dit Margaret d'un ton ferme lorsque Becky eut terminé. « Tout de suite ce soir, c'est une fraude criminelle, Becky. Nous avons tout ce qu'il faut. » « Pas encore », répondit Becky d'une voix calme mais résolue. Margaret avait l'air perplexe, presque en colère. « Becky, pourquoi attendre? Chaque jour qui passe, il continue. Les dégâts s'aggravent. » Becky se pencha en avant, son plan se cristallisant tandis qu'elle parlait. Une réunion d'urgence du conseil d'administration est prévue dans 4 jours. Richard a spécifiquement demandé qu'un représentant des employés y assiste afin de donner son point de vue sur le moral du personnel et la culture de l'hôpital. Il pense que cela le fait paraître transparent, comme s'il n'avait rien à cacher. Il prévoit d'utiliser cet employé, quel qu'il soit, comme preuve que son leadership est soutenu par le personnel. « Et tu veux être cet employé », dit Margaret, comprenant soudainement. « Je le suis déjà », confirma Becky. « Il m'a choisi lui-même, même s'il ne le sait pas encore. Il pense que je vais me lever et le féliciter, dire au conseil d'administration à quel point tout est merveilleux. Au lieu de cela, je vais présenter toutes les preuves que nous avons. Je vais le dénoncer devant tout le conseil d'administration, devant des témoins, dans un cadre formel où tout est documenté et enregistré. » L'inquiétude de Margaret était évidente. « Becky, c'est dangereux. S'il découvre qui tu es avant cela, s'il découvre ce que tu prévois de faire, » Becky l'interrompit gentiment. « Il ne le fera pas parce qu'il ne me voit pas, Margaret. Aucun d'entre eux ne me voit. Je ne suis qu'une infirmière parmi d'autres, une employée parmi d'autres qui n'a aucune importance. Cette invisibilité est mon plus grand avantage. » Mais Margaret n'avait pas fini. Richard a constitué des dossiers sur certaines personnes. « Becky, tu as posé des questions, parlé au personnel, consulté des dossiers. Tu es peut-être déjà la prochaine sur sa liste de licenciements. Et s'il s'en prend à toi en premier? » Becky sourit.
et il y avait quelque chose de presque féroce dans ce sourire. Alors nous aurons la preuve documentée qu'il exerce des représailles contre les lanceurs d'alerte. Dans tous les cas, il perdra. Au cours des 2 jours suivants, Becky travailla avec une minutie extrême, organisant toutes ses preuves dans une présentation claire et accablante. Elle grava tout sur une clé USB sécurisée, puis fit plusieurs copies de sauvegarde. Elle en envoya une à Margaret, une autre à son avocat et en conserva une troisième dans un coffre-fort. Elle s'entraîna à dire ce qu'elle allait dire, répétant la présentation jusqu'à ce que chaque mot lui semble naturel. Chaque élément de preuve s'enchaînait parfaitement avec le suivant. Tard dans la nuit, seule dans son appartement, elle prit la photo encadrée de son père, qu'elle avait rapportée de Louisiane, et la serra contre elle. « Je vais protéger ce que tu as construit, papa, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Le lendemain matin, Becky reçut un email des ressources humaines. L'objet était « Participation à la réunion du conseil d'administration ». Le message était bref et professionnel. Vous avez été sélectionné comme représentante des employés pour la prochaine réunion du conseil d'administration prévue dans 3 jours à 9 heures. Veuillez préparer une brève allocution sur le moral des employés et la culture de l'hôpital. C'est l'occasion de faire part de votre précieux point de vue à notre équipe de direction. Becky lut l'email 2 fois, puis sourit d'un air sombre. « Oh, j'aurais des remarques à faire », dit-elle à son appartement vide. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans son spacieux bureau d'angle, Richard Ashford était assis derrière son imposant bureau en acajou, le téléphone collé à l'oreille, chaque mot qu'il prononçait respirant la confiance. La nouvelle infirmière, Becky Rivers, est parfaite, calme, docile, elle ne causera aucun problème. Le conseil la verra que le personnel soutienne mon leadership, et toutes les inquiétudes qu'il pourrait avoir s'évaporeront. Faites-moi confiance, tout est sous contrôle. Il raccrocha le téléphone et se cala dans son fauteuil en cuir, un sourire satisfait se dessinant sur son visage. Richard n'avait aucune idée qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Dans 3 jours, la vérité allait éclater. Mais avant cela, Becky allait devoir passer un dernier test qui allait se dérouler dans le couloir d'un hôpital au milieu de la nuit, alors que Richard pensait que personne ne le regardait. La veille de la réunion du conseil d'administration, Becky se retrouva à faire un double service. Une autre infirmière s'était fait porter malade à la dernière minute, mais Becky découvrit plus tard que Richard avait personnellement renvoyé cette infirmière chez elle, créant ainsi une situation qui allait épuiser Becky et la rendre vulnérable. À 2h47 du matin, elle était debout depuis 16 heures d'affilée. Ses jambes lui faisaient mal, son dos la lançait et la fatigue lui tiraillait tous les muscles du corps. Elle avait besoin d'une pause, juste quelques minutes pour s'asseoir et reprendre des forces pour les dernières heures de son service. Le couloir à l'extérieur de l'aile administrative était équipé d'un banc métallique, le seul endroit calme qu'elle pouvait trouver à cette heure-là. Becky s'assit lourdement, son sac à côté d'elle sur le banc. Dans ce sac se trouvait son dossier d'employé, clairement visible avec des papiers qui dépassaient légèrement, notamment les notes qu'elle avait révisées pour la réunion du conseil d'administration, ses documents de vérification des antécédents et sa licence d'infirmière de Louisiane. Elle ferma les yeux et laissa sa tête se pencher en arrière contre le mur pendant un instant. Ce que Becky ignorait, c'est que Richard Ashford était à l'hôpital cette nuit-là, soi-disant pour travailler tard dans son bureau. En réalité, il transportait des stocks dans sa voiture, des cartons de fournitures médicales qui n'apparaîtraient jamais dans aucun registre officiel. Alors qu'il traversait le couloir avec un dernier chargement, il aperçut quelqu'un sur le banc. Il ralentit, reconnaissant la blouse bleue d'une infirmière, puis vit le badge d'identification, Becky Rivers, et remarqua le dossier dans son sac, partiellement visible, avec des mots qu'il pouvait à peine distinguer. Note de réunion du conseil d'administration. Richard regarda attentivement autour de lui. Le couloir était complètement vide. La caméra de sécurité la plus proche était située à l'autre bout. Son angle ne permettait pas de filmer clairement cette partie du couloir. Il s'approcha silencieusement, ses chaussures coûteuses ne faisant pratiquement aucun bruit sur le sol poli. Becky entendit les pas. Tout son corps se raidit, mais elle se força à garder les yeux fermés, à respirer lentement et régulièrement. À travers ses paupières à peine entr'ouvertes, elle le regarda s'approcher, baisser les yeux vers son visage pour vérifier si elle dormait vraiment.
Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Elle était sûre que les battements de son pouls dans son cou la trahiraient. Richard se pencha lentement, prudemment, et sortit le dossier de son sac. Becky dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas bouger, ne pas lui saisir le poignet, ne pas le confronter sur le champ. Elle le regarda à travers ses cils feuilleter les pages, puis sortir son téléphone et commencer à les photographier. Sa vérification d'antécédents montrant son historique professionnel en Louisiane, ses coordonnées d'urgence indiquant le nom et le numéro de Margaret Chin, son permis d'infirmière avec toutes ses références. C'était exactement ce que Becky avait soupçonné qu'il ferait. Richard était en train de constituer un dossier de licenciement, fabriquant des preuves qui justifieraient son renvoi avant la réunion du conseil d'administration. Les photos d'elle endormie pendant son service seraient sa preuve qu'elle était peu fiable, peu professionnelle, quelqu'un dont le témoignage n'était pas digne de confiance. Il utiliserait ces images pour la discréditer, pour la présenter comme une employée mécontente qui était de toute façon sur le point d'être licenciée. Chaque muscle du corps de Becky lui criait de bouger, de l'affronter, de révéler ce qu'il était en train de faire. Mais elle se força à rester parfaitement immobile. Elle le laissa croire qu'il avait gagné, qu'il s'en était tiré. Richard glissa soigneusement le dossier dans son sac, le remettant en place pour qu'il ait l'air intact, puis s'éloigna dans le couloir, ses pas s'estompant dans le silence. Ce n'est qu'après son départ que Becky ouvrit complètement les yeux. Des larmes de rage coulaient silencieusement sur son visage, alors qu'elle était assise dans le couloir vide, les mains serrées en poing si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle sortit son téléphone avec des doigts tremblants et envoya un SMS à Margaret. « Il vient d'essayer de voler mes documents. Je l'ai filmé par les caméras de sécurité de l'hôpital. Il ne sait pas que je l'ai vu. » Margaret répondit en quelques secondes. « Becky, pars de là immédiatement. C'est trop dangereux. » Becky fixa le message pendant un long moment, puis tapa sa réponse. « Non, demain matin. Tout prendra fin demain matin. » Becky l'avait pris en flagrant délit, avait été témoin de sa véritable nature, mais elle prit cette nuit-là une décision qui allait déterminer tout ce qui allait suivre. Elle ne l'affronterait pas en privé, ne lui donnerait pas l'occasion de s'expliquer, de manipuler ou de menacer pour échapper aux conséquences. Elle attendrait que le monde entier regarde, qu'il y ait des témoins, que les preuves soient indéniables et publiques. Dans 8 heures, Richard Ashford se rendrait à cette réunion du conseil d'administration en pensant avoir neutralisé la menace, en pensant avoir gagné. Il n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Si vous n'êtes pas du côté de ceux qui pensent pouvoir voler et s'en tirer à bon compte, commentez. Je défends la justice dès maintenant, car demain matin, tout changera. Becky arriva à l'hôpital à 7 heures du matin, 2 heures avant le début prévu de la réunion du conseil d'administration. Elle portait une robe simple mais professionnelle, ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière, son apparence avait été choisie avec soin pour projeter une image de compétence et de crédibilité. Dans son sac, rangé dans une poche intérieure, se trouvait la clé USB contenant toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Des documents financiers, des témoignages, des photographies, des preuves du vol systématique et de la corruption de Richard. Elle se rendit dans l'aile administrative et s'assit sur le banc métallique à l'extérieur de la salle de conférence, le même banc où elle s'était assise quelques heures plus tôt pendant que Richard photographiait ses documents. La réunion était prévue à 9 heures. Becky n'avait plus qu'à attendre. À 7h30, Tom, le gardien de sécurité qui l'avait prévenu lors de son premier jour, passa devant elle. Il la vit assise là et hésita, s'arrêtant un instant. « Bonjour », dit-il doucement, presque comme pour s'excuser, puis il continua son chemin. Becky comprit. Tom ne pouvait pas prendre le risque d'être vu en train de lui parler. Il ne pouvait pas prendre le risque que Richard découvre qu'il avait fait preuve de gentillesse envers quelqu'un qui figurait peut-être sur la liste des licenciements. Elle ne lui en voulait pas. La peur poussait les gens à se protéger avant tout. À 8 heures, l'infirmière superviseuse de l'équipe de nuit apparut dans le couloir, travaillant apparemment tard dans la matinée. Elle aperçut Becky et s'arrêta, l'air perplexe. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'un ton sec. « Vous n'êtes pas censé travailler aujourd'hui. » « Réunion du comité d'entreprise » répondit calmement Becky. « Je suis la représentante du personnel. » L'expression de la superviseuse passa de la surprise au dédain. « Oh » dit-elle, puis elle ricana légèrement.
Eh bien, ne nous mettez pas dans l'embarras. Et sans un mot de plus, sans offrir d'eau à Becky, sans lui indiquer les toilettes et sans même lui témoigner le moindre geste d'hospitalité, la superviseuse s'éloigna. À 8h15, le docteur Patricia Lee arriva en courant dans le couloir, sa blouse blanche flottant derrière elle, visiblement pressée entre deux urgences. Elle passa rapidement devant Becky, puis s'arrêta brusquement et revint sur ses pas. « Becky, dit-elle d'une voix sincèrement inquiète, vous allez bien? Que faites-vous ici? J'attends juste la réunion du conseil, répondit Becky. Le docteur Lee baissa la voix et jeta un regard nerveux autour d'elle. Fais attention, Richard a des gens qui surveillent tout. Ne dis rien qui puisse compromettre la situation. Elle aperçut soudain quelqu'un qui s'approchait au bout du couloir et s'interrompit immédiatement. Bonne chance, dit-elle rapidement, puis elle s'éloigna précipitamment avant qu'on ne la voie parler trop longtemps à Becky. À 8h30, les membres du conseil d'administration commencèrent à arriver. Becky les regarda sortir un par un de l'ascenseur. Des personnes importantes, vêtues de costumes coûteux, portant des mallettes en cuir et des tablettes électroniques. Ils se dirigèrent directement vers la salle de conférence, sans même jeter un regard à la femme assise sur le banc dans le couloir. Pour eux, elle n'était qu'une employée parmi d'autres, qui ne méritait pas qu'on lui prête attention. Les lourdes portes en bois se refermèrent derrière eux, et Becky entendit les bruits étouffés des conversations et des rires à l'intérieur. Ils prenaient leur petit déjeuner. Elle pouvait sentir l'odeur du café et des viennoiseries. Personne ne songea à lui offrir quoi que ce soit. 90 minutes. Becky était assise sur ce banc depuis 90 minutes. Les gens passaient sans cesse devant elle. Infirmières, médecins, personnel administratif, agents d'entretien, et personne ne s'était arrêté pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose, si elle était au bon endroit, si elle allait bien. Elle était complètement invisible. Un meuble qui portait une robe au lieu d'être fait de métal et de vinyle. À 8h45, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau et Richard Ashford en sortit. Il était impeccablement habillé, comme toujours, et dégageait une impression de confiance et d'autorité. Il repéra Becky immédiatement et un petit sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'il s'avançait vers elle. Becky se leva respectueusement, comme le ferait n'importe quel employé à l'approche du PDG. « Vous êtes en avance, » dit Richard d'un ton presque amusé, impatient d'impressionner le conseil d'administration. « Je voulais être prête, monsieur, » répondit Becky d'une voix neutre et professionnelle. Richard regarda sa montre, un geste qui semblait destiné à souligner qu'il contrôlait le planning, qu'il contrôlait tout. « La réunion commence à 9h. Nous vous appellerons lorsque nous serons prêts. » Il fit un geste désinvolte en direction du banc. « Attendez ici. » Puis il entra dans la salle de conférence où les membres du conseil d'administration terminaient leur petit déjeuner et riaient en racontant une anecdote. La porte se referma derrière lui. Il n'offrit pas de café à Becky. Il ne l'invita pas à attendre à l'intérieur, où se trouvaient des fauteuils confortables. Il la traita exactement comme il la considérait, sans importance, indigne de son attention, quelqu'un qui n'existait que pour servir ses intérêts. Becky se rassit sur ce banc métallique dur. Elle était épuisée par son travail de nuit, par le poids émotionnel de tout ce qu'elle portait, par la violation d'avoir été photographiée et victime d'un complot. Elle ferma brièvement les yeux, laissa sa tête penchée sur le côté. Elle ne dormait pas vraiment. Elle le testait une dernière fois, curieuse de voir s'il allait réessayer, si son arrogance et sa certitude qu'elle n'avait aucune importance le rendraient assez audacieux pour tenter un autre vol. Pendant 2 heures, il l'avait rendu invisible. Pendant 2 heures, il lui avait montré exactement comment il traitait les personnes qu'il jugeait sans importance. Et dans 15 minutes, chacun d'entre eux allait apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Ne sous-estimez jamais la personne à laquelle vous ne prêtez pas attention. À 9h pile, l'ascenseur au bout du couloir sonna. Le son semblait résonner dans le couloir, plus fort qu'il n'aurait dû l'être, couvrant le bruit ambiant d'une matinée animée à l'hôpital. Les portes s'ouvrirent et 3 silhouettes en sortirent, éclairées par la lumière vive de l'intérieur de la cabine. Margaret Chun apparut la première, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, vêtue d'un tailleur bleu marine qui reflétait son autorité et ses décennies d'expérience dans les salles de réunion. Derrière elle venait David Richardson, l'avocat de l'hôpital, portant son éternelle mallette en cuir, l'air sérieux et professionnel.
Et enfin, le docteur James Whitmore, le chef du personnel médical, un homme d'une quarantaine d'années qui connaissait Becky depuis son enfance, même si peu de gens étaient au courant de ce lien. Tous trois entrèrent dans le couloir et immédiatement, le regard de Margaret se posa sur Becky, assise sur ce banc métallique. Ce qui traversa le visage de Margaret à ce moment-là était un mélange de profonde inquiétude et de fureur à peine contenue. Voici la propriétaire de cet hôpital, la fille de l'homme qui avait construit cette institution, et il l'avait laissée attendre dans un couloir pendant 2 heures comme si elle n'était rien. Margaret se dirigea immédiatement vers elle, ses talons claquant bruyamment sur le sol poli. « Madame, dit Margaret d'une voix claire qui résonna dans le couloir, je suis vraiment désolé. » Le mot « madame » resta suspendu dans l'air comme une cloche qui venait d'être frappée. Le couloir, qui était rempli des bruits habituels d'un hôpital, des conversations, des pas, des bips lointains des moniteurs, devint soudainement silencieux. Toutes les personnes à portée de voix semblaient se figer. David Richardson et le docteur Whitmore avaient suivi Margaret et se tenaient désormais eux aussi devant Becky. À l'unisson, comme s'ils s'étaient entraînés, les deux hommes dirent « Bonjour, madame ». La réaction fut immédiate et visible. Les infirmières qui marchaient dans le couloir s'arrêtèrent net et se retournèrent pour regarder. Tom, l'agent de sécurité qui était passé devant Becky un peu plus tôt sans dire un mot, se retourna brusquement, les yeux écarquillés de confusion. La réceptionniste, assise à un bureau voisin, leva les yeux de son écran d'ordinateur, la bouche légèrement ouverte. Le docteur Patricia Lee, qui passait par là avec une tasse de café à la main, se figea complètement, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Des murmures se mirent à courir parmi le personnel rassemblé. « Qui est-elle » demanda quelqu'un. « Pourquoi l'appelle-t-il Madame » s'étonna une autre voix. « C'est juste Becky » répondit une infirmière, la voix pleine d'incrédulité. La nouvelle infirmière de nuit, celle qui a commencé il y a quelques semaines. Becky se leva lentement, quittant le banc avec une dignité tranquille qui semblait presque royale malgré son épuisement. Elle prit son sac, celui qui contenait toutes les preuves qui allaient démanteler les mensonges soigneusement construits par Richard. Elle lissa le devant de sa robe d'une main, un petit geste qui traduisait en quelque sorte son calme et sa maîtrise. Puis elle regarda chacun des 3 membres du conseil d'administration droit dans les yeux, soutenant leur regard pendant un instant avant de parler. « Bonjour Margaret, David, James », dit-elle en les appelant par leur prénom, s'adressant à eux comme à des égaux. Non, s'adressant à eux comme quelqu'un qui avait autorité sur eux. À ce moment précis, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Richard Ashford sortit, probablement dans l'intention de presser les membres du conseil, peut-être agacé qu'ils fassent une scène dans le couloir, alors qu'ils auraient dû être à l'intérieur pour préparer la réunion. Il vit les 3 membres les plus puissants du conseil d'administration de l'hôpital debout dans le couloir, et son expression passa rapidement d'une légère irritation à la confusion. Pourquoi parlait-il à l'infirmière? Pourquoi restait-il là au lieu d'entrer dans la salle de conférence? Et pourquoi s'adressait-il à elle avec tant de déférence? Le sourire confiant de Richard, celui qui jouait sur ses lèvres lorsqu'il avait ouvert les portes, commença à se figer. Becky observa son cerveau essayer de traiter ce qu'il voyait, regarda les pièces du puzzle se mettre en place. Son regard passa de Margaret à David, puis à James, puis à Becky, puis revint sur eux. La confusion sur son visage s'intensifia, puis se transforma lentement en quelque chose de complètement différent. La reconnaissance fut immédiatement suivie d'une horreur grandissante. Son visage, qui rayonnait d'une certitude suffisante quelques instants auparavant, commença à perdre toute couleur. Ses mains, qui étaient détendues le long de son corps, se mirent à trembler légèrement. Son sang-froid soigneusement entretenu se fissura, laissant apparaître le visage d'un homme qui comprenait soudain que tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre invulnérabilité était faux. Becky soutint son regard, calme et déterminé. Elle tenait dans ses mains le même dossier qu'il avait photographié quelques heures plus tôt, la même preuve qu'il avait tenté d'utiliser contre elle. Et au-dessus d'eux, installée dans un coin où Richard pensait qu'elle ne capturerait rien d'important, se trouvait une caméra de sécurité, dont l'objectif était directement pointé vers le banc où Becky était assise, enregistrant tout ce qui s'était passé ce matin-là et la nuit précédente. Puis Becky Morgan prononça les mots qui allaient mettre fin à la carrière, à la liberté et à l'avenir de Richard Ashford. Becky se tourna lentement vers la foule rassemblée.
La nouvelle s'était répandue à une vitesse remarquable dans l'hôpital et les membres du personnel étaient sortis de leurs bureaux et des chambres des patients pour assister à ce qui se passait. Plus de 30 personnes remplissaient désormais le couloir, leur visage exprimant à la fois la confusion, l'anticipation et une compréhension naissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, commença Becky d'une voix claire et assurée qui résonna dans le couloir silencieux. Je m'appelle Becky Morgan. Jonathan Morgan, l'homme qui a construit cet hôpital il y a 30 ans, était mon père. Lorsqu'il est décédé il y a 6 mois, il m'a laissé cette institution entre les mains. Non pas parce que je le souhaitais, mais parce qu'il croyait que je protégerais ce qu'il avait construit, un lieu de guérison, de compassion et d'intégrité. Les murmures qui parcoururent la foule étaient audibles. Les membres du personnel échangèrent des regards choqués. Sandra porta la main à sa bouche. Les yeux de Tom s'écarquillèrent lorsqu'il comprit soudainement. Ce n'était pas une simple infirmière. C'était de la propriétaire. C'était de la fille de Jonathan Morgan. Becky poursuivit, son regard balayant les visages qui l'observaient. Il y a 3 mois, j'ai commencé à recevoir des plaintes concernant cet hôpital, beaucoup de plaintes. J'ai donc fait ce que mon père m'avait appris à faire. Je suis venu voir par moi-même. J'ai travaillé ici pendant 2 semaines comme infirmière, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Elle se tourna alors directement vers Richard, et sa voix prit un ton plus dur. Monsieur Ashford, au cours des 18 mois qui ont suivi le déclin de la santé de mon père et votre prise de contrôle des opérations, vous avez détourné 2,3 millions de dollars grâce à des contrats d'approvisionnement frauduleux avec la société de votre beau-frère. Vous avez créé une culture de la peur où les employés étaient menacés s'ils osaient s'exprimer. Vous avez détourné des médicaments destinés à des patients atteints de cancer et les avez revendus à des fins personnelles. Vous avez licencié tous ceux qui remettaient en question vos décisions. Et ce matin, alors que j'étais assise sur ce banc pendant 2 heures, épuisée, ignorée et rejetée par presque tout le monde dans ce bâtiment, vous n'avez même pas eu la décence de m'offrir un verre d'eau ou de reconnaître ma présence. Le visage de Richard était passé du blanc au rouge, la colère remplaçant son choc. « C'est absurde, bredouilla-t-il en élevant la voix. Je ne sais pas ce qu'elle pense, elle. Nous avons tout, Richard. Margaret Chin l'interrompit d'une voix d'acier. Les registres financiers, les témoignages du personnel, les enregistrements vidéo comme sur Q. Un grand écran fixé au mur du couloir s'alluma, diffusant en boucle des preuves accablantes, des images de vidéosurveillance montrant Richard en train de charger des cartons dans sa voiture tard dans la nuit, des photos de divergence dans les stocks, des témoignages enregistrés de membres du personnel, des relevés bancaires montrant des paiements versés à la société de son beau-frère. Les preuves étaient accablantes, irréfutables, dévastatrices. La voix de Becky baissa, devenant plus intime alors qu'elle portait le coup final. Et hier soir, à 2h47 du matin, alors que je me reposais sur un banc après une garde de 16 heures, vous avez essayé de voler mes documents personnels parce que vous me considériez comme une menace qu'il fallait éliminer avant cette réunion. L'écran changea, montrant des images de la nuit précédente. On y voyait Richard marcher dans le couloir, apercevoir Becky sur le banc, regarder autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis fouiller dans son sac et en sortir son dossier. Le horodatage dans le coin indiquait 2h47 du matin. La foule le regardait photographier ses documents avec son téléphone, puis tout remettre soigneusement en place. Toute la salle a poussé un cri de surprise, collectif et viscéral. Becky s'est approchée de Richard, assez près pour qu'il puisse voir la détermination dans ses yeux. Assez près pour que chaque mot qu'elle prononçait ensuite ait un impact précis. Vous avez vu une femme en blouse et vous avez pensé qu'elle n'avait aucune importance. Vous l'avez sous-estimée à cause de ce qu'elle portait, et non à cause de qui elle était. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Vous êtes renvoyé, Monsieur Ashford. La sécurité va vous escorter dehors. La police vous attend dehors pour discuter des accusations de détournement de fonds et de fraude. Et tous les employés que vous avez menacés, tous les patients que vous avez laissés tomber, toutes les valeurs sur lesquelles mon père a bâti cet hôpital, ils vous regardent tous partir. 2 policiers sont apparus au bout du couloir, se dirigeant vers Richard avec une efficacité professionnelle. En quelques instants, il était menotté, conduit devant tous les membres du personnel qui avaient vécu sous son règne d'intimidation et de peur.
Son visage reflétait une dévastation totale, l'effondrement d'un homme qui se croyait intouchable. Becky le regarda partir, le visage impassible, déterminé. Une semaine plus tard, l'hôpital St. Catharines entama sa transformation. Un nouveau PDG par intérim fut nommé, une personne intègre et véritablement engagée dans les soins aux patients. Les salles d'approvisionnement furent entièrement réapprovisionnées en quelques jours. Des réunions visant à remonter le moral du personnel furent organisées, au cours desquelles les employés purent enfin s'exprimer librement sans craindre de représailles. Le temps d'attente des patients commença immédiatement à diminuer. Becky parcourait quotidiennement les étages de l'hôpital pour discuter avec le personnel, écouter leurs préoccupations et rétablir la confiance. Sandra sourit pour la première fois depuis des mois. Le docteur Patricia Lee remercia personnellement Becky, les larmes aux yeux, en lui disant qu'elle était prête à démissionner avant son arrivée. Un mois plus tard, le procès de Richard Ashford a commencé. Il était accusé de détournement de fonds, de fraude et de détournement de médicaments, et les procureurs réclamaient une peine de 15 à 20 ans de prison. Son beau-frère a également été inculpé en tant que complice. Pendant ce temps, la réputation de l'hôpital St. Catharines se rétablissait lentement, à mesure que se répandait la nouvelle que la corruption avait été éradiquée et que l'établissement revenait à ses principes fondateurs. Becky a pris une décision qui a surpris certaines personnes, mais qui semblait tout à fait logique pour ceux qui la connaissaient. Elle ne resterait pas PDG. « Je suis infirmière », a-t-elle déclaré au conseil d'administration. « C'est ce que je suis. C'est ce que je veux être. » Elle a embauché un administrateur hospitalier expérimenté et intègre pour gérer les opérations quotidiennes, tandis qu'elle retournait s'occuper des patients. Mais elle est restée propriétaire active, assistant à toutes les réunions du conseil d'administration, veillant à ce que la vision de son père reste vivante. « Mon père a construit cet hôpital pour servir », a-t-elle déclaré. « Je veillerai à ce qu'il continue de le faire. » La dernière image de Becky Morgan la montrait de retour en blouse, assise à côté du lit d'une patiente âgée, lui tenant la main et lui expliquant avec patience et compassion la procédure à venir. La patiente l'a regardée avec reconnaissance. « Vous êtes l'infirmière qui a sauvé l'hôpital, n'est-ce pas? » Becky a souri doucement. « Je suis juste une infirmière qui se soucie des autres. » Richard Ashford pensait que son poste de directeur général le rendait intouchable. Il avait oublié la leçon la plus importante. Le véritable pouvoir ne vient pas d'un titre. Il vient du fait de se soucier des personnes que les autres refusent de voir. Becky Morgan n'a pas sauvé l'hôpital de son père parce qu'elle en était propriétaire. Elle l'a sauvé parce qu'elle comprenait ce que son père avait toujours su. Les hôpitaux ne sont pas des bâtiments ou des bilans financiers. Ce sont des personnes, et les personnes comptent toujours. Si vous croyez que la justice doit toujours l'emporter, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où défendre ce qui est juste change tout. Commentez « La corruption perd » si vous en avez assez que les gens pensent pouvoir abuser de leur pouvoir sans conséquence. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, ne sous-estimez jamais la personne à laquelle vous ne prêtez pas attention.